Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui à Dataquitaine pour vous parler un petit peu IA frugale. Mais peut-être avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Lina Ismail. Je travaille au sein de AFNOR. AFNOR, c'est une grande maison qui va fêter d'ailleurs ses 100 ans l'année prochaine et qui se structure autour de 4 activités. La première, c'est une activité de normalisation et j'en fais partie, donc je reviendrai un petit peu plus dans le détail après. Une fois qu'on a fait les normes, on les édite, on les publie, donc une activité orientée édition, une activité de labellisation et de certification et une activité de formation. Donc moi, je travaille au sein d'AFNOR Normalisation en tant que responsable environnement et climat sur des enjeux de développement et innovation. Concrètement, mon quotidien, c'est d'échanger avec les acteurs du marché. Et quand je dis acteurs du marché, c'est aussi bien la sphère privée, innovation, ONG, start-up, grands industriels, mais aussi la sphère publique avec les agences de l'État et les ministères et les administrations pour réfléchir ce qu'on va appeler les besoins du marché, aux tendances du marché et voir dans quelle mesure on développe ou non des référentiels de confiance. On parle beaucoup du mot norme. Ces derniers temps, on a pu avoir une acception des normes qui était synonyme de contraintes, etc. Et en fait, nous, ce qu'on fait au sein d'AFNOR, ce sont donc des normes volontaires, mais qu'on pourrait si on veut jouer le jeu des synonymes, qu'on pourrait qualifier de guide de bonne pratique, de référentiel de confiance qui sert par exemple à structurer une filière, à harmoniser des bonnes pratiques, à favoriser le développement à l'international des acteurs français, des savoir-faire et expertise. Donc, je suis à la manette pour coordonner les réflexions des acteurs français sur les enjeux environnement et climat. J'ai principalement une expertise sur l'évaluation de l'impact environnemental de manière générique et les déclinaisons par secteur. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous présenter, justement, dans la lignée de ce qu'on a pu entendre tout à l'heure, rentrer un petit peu plus dans le détail de l'impact environnemental de l'IA et justement comment on peut, au travers d'un référentiel, donner un premier cadre à tout ça. Donc déjà, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est, je dirais, un petit extrait de tout ce qui sort dans la presse ces derniers temps sur l'impact environnemental de l'IA. Il y a des données qui ont été partagées par les précédents intervenants. Je reviendrai pas sur ce constat qui aujourd'hui est largement partagé, de l'empreinte environnementale du numérique et de la forte consommation et de l'empreinte environnementale côté IA. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est le fait que ici, pour l'IA, c'est un sujet grand public. Tout le monde en parle, tout le monde se saisit du sujet, tout le monde va décrier la consommation énergétique, la consommation en eau, le coût environnemental d'un système, d'un modèle, d'un service d'IA, et on se rend compte que c'est vraiment une problématique urgente. Donc, les enjeux environnementaux du domaine du numérique sont bien connus de vous tous, mais peut-être pour se représenter de manière un petit peu concrète, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand on parle impact environnemental, on se parle de plusieurs impacts environnementaux. Le coût carbone, le volet empreinte carbone, c'est, sans mauvais jeu de mots, l'arbre qui cache la forêt. Il faut voir la totalité des impacts environnementaux. Et pour le coup, une étude de 2023, ADEME-ARCEP, fait foi sur l'empreinte carbone du numérique aujourd'hui. Et plus largement, on voit que les tendances en termes d'empreinte carbone en France sont aussi assez similaires au niveau mondial, même s'il y a des disparités par pays, comme ça a pu être évoqué. La consommation en eau. La consommation en eau, elle est clé par rapport au refroidissement des data centers. La consommation en ressources également sur le côté infrastructure avec les métaux critiques, le volet extraction des minerais qui aujourd'hui en plus se passe dans des régions qui sont sujettes à des conflits et la criticité de ces métaux, de ces minerais
a tendance aussi à augmenter les conflits territoriaux qui sont actuellement en cours. Et par ailleurs aussi joue sur le côté pollution des sols et appauvrissement durable des sols. Les émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir que le carbone, c'est un des gaz à effet de serre et qu'il faut pouvoir avoir une vision globale des émissions de gaz à effet de serre. On prend par exemple Google, où on voit une augmentation de près de 50% de ces émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2019 en 2023. C'est énorme. Mais on pourrait aller plus loin en challengeant ce chiffre-là. Est-ce que Google a réellement fait le comptage de toutes ces émissions de gaz à effet de serre parmi les plus indirectes? Potentiellement, ce chiffre-là, il est un petit peu déprécié par rapport à la réalité de leur empreinte carbone. Et donc, vous l'avez compris, le numérique a une consommation énergétique énorme et du coup, il devient finalement urgent de pouvoir réfléchir tous ensemble au niveau du domaine IA à poser un cadre ou du moins à adresser une problématique sur laquelle on est tous touchés. Donc, en termes de genèse du projet, il faut savoir que nous, à FNOR, on travaille avec donc la totalité des acteurs économiques français. Et très vite, on s'est partagé un constat avec le ministère en charge de la transition écologique, qui, en son sein, a un laboratoire d'innovation appelé Ecolab, qui promeut une feuille de route data IA sur justement les enjeux numériques au regard de la transition environnementale, que ce soit impact du numérique, mais aussi numérique qui contribue efficacement à la transition écologique. Donc, ces constats sont les suivants. Donc, d'une part, on a donc ce constat d'urgence, vous l'avez bien compris, sur l'impact environnemental du numérique et de l'IA. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les entreprises qui vont concevoir et ou utiliser un modèle ou un système d'IA, elles ne communiquent pas ou elles communiquent peu sur le sujet, ou alors elles communiquent mal sur le sujet. Une IA neutre en carbone, une IA éco-friendly. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça pourrait être des allégations un peu fallacieuses qui nécessiteraient d'être prouvées. Deuxième constat, il n'existe pas de cadre de référence qui soit reconnu, qui soit commun, qui permette aux acteurs du numérique de communiquer sur le caractère frugal, sur le caractère sobre de leur modèle d'intelligence artificielle. Pour communiquer adéquatement, il faut pouvoir calculer. Donc, pas de cadre de référence, mais également pour la méthodologie de calcul précise au plus proche du réel de l'impact environnemental de l'IA. Et pourquoi calculer? Pour pouvoir comparer. Et donc, pour pouvoir se différencier sur le marché. Et donc les mesures d'impact environnemental de l'IA, aujourd'hui, donc elles sont difficilement comparables parce qu'on n'a pas la même méthode de calcul. Donc les objectifs qui ont, je dirais, drivé notre projet du référentiel général pour l'IA frugale, c'est d'une part d'aller outiller volontairement les acteurs économiques, que ce soit les entreprises qui vont utiliser de l'IA et qui du coup voudraient avoir des outils d'aide à la décision lorsqu'elles font des appels à projets, par exemple, ou qu'elles ouvrent des marchés, mais également de pouvoir donc déjà harmoniser au niveau national en termes de terminologie, de poser un premier consensus sur l'IA frugale. Se dire, on a besoin d'une définition pour qu'on joue selon les mêmes règles, besoin d'une définition et d'une méthode de calcul et de critères de communication. Et dernier objectif, c'est un premier cadre de référence au niveau international. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, on a un tissu économique côté IA qui est très dynamique. On a des savoir-faire, on a des expertises qu'on peut porter au niveau international, qu'on peut porter au niveau européen, que ce soit au regard de la réglementation qui est en train de se structurer, mais aussi au niveau d'autres acteurs internationaux. Donc, moi, je voulais vous partager aujourd'hui 3 idées reçues sur l'IA frugale. Peut-être que vous en partagez quelques-unes. Donc, tout d'abord, on a la première idée reçue de une IA frugale, c'est quoi? C'est seulement une IA qui est de moindre qualité ou qui est moins performante.
Donc la croyance ici, c'est que la réduction des ressources, quelle qu'elle soit, équivaudra forcément à une baisse de qualité, une baisse de précision. En fait, c'est pas le cas, puisque lorsqu'on parle IA frugale, l'objectif principal, c'est de pouvoir atteindre des performances comparables et de faire un compromis, en fait, où lorsqu'on parle optimisation, c'est pas forcément égal à une baisse de performance. Deuxième idée reçue, l'IA frugale, elle se résumerait simplement à utiliser des modèles plus petits ou des modèles moins complexes. Donc la croyance derrière, c'est de se dire que l'IA frugale, c'est seulement en termes de levier, de la compression de modèles, de la réduction du nombre de paramètres ou de la réduction de la taille des réseaux de neurones. Alors oui et non. Globalement, c'est des leviers qui peuvent en faire partie lorsqu'on pense une démarche d'IA frugale, mais c'est plus large que ça en fait. C'est le fait de pouvoir réfléchir de manière holistique sur tout le cycle de vie de l'IA. C'est pas seulement de se concentrer sur ces éléments en termes de modèles, etc., mais de pouvoir questionner la totalité du cycle de vie de l'IA, que ce soit du volet extraction des matières premières qui nous servent ensuite à réaliser les infrastructures qui vont héberger des systèmes ou des modèles d'IA, mais aussi la phase d'usage, la phase fin de vie également. Et peut-être la dernière idée reçue, c'est le fait que, tiens, l'IA frugale, c'est quoi? C'est un buzzword, c'est un simple argument marketing, c'est une mode passagère aussi, potentiellement. En réalité, c'est une vraie démarche de R&D. Finalement, ça a déjà été évoqué avec ces notions de innovation vs contrainte. Globalement, on joue tous selon les mêmes enjeux de la raréfaction des ressources et du volet de urgence climatique. Donc, il y a vraiment une nécessité de pouvoir innover et donc de s'orienter vers de la frugalité. Donc, le document que je vous présente là, le référentiel général pour l'IA frugale, il a été conçu pour des typologies de métiers et acteurs différentes et pour des bénéfices et des cibles assez variées. Donc d'une part, on ne réinvente pas la roue parce qu'il existe déjà des choses, que ce soit dans le corpus académique ou dans le corpus normatif. On propose donc un consensus pour l'évaluation et la communication du caractère frugal d'une IA. On inclut également les bonnes pratiques qui vont pouvoir, de manière opérationnelle et la plus actionnable possible, être à disposition des entreprises et des différentes typologies métiers pour vraiment s'orienter dans une démarche d'IA frugale. Et on référence également les outils et les bases de données. Et tout ça aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, pour des équipes tech, data, SI, que pour des équipes RSE, pour les équipes achats responsables, etc. En termes de bibliographie, donc on ne part pas de rien puisque on a déjà quelques normes internationales sur la terminologie du cycle de vie de l'intelligence artificielle. On a différents standards. On prend en compte également le règlement européen sur l'IA, et j'y reviendrai un petit peu après. Et on prend également en compte toute la recherche académique qui ne nous a clairement pas attendu pour commencer à travailler le volet impact environnemental de l'IA. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce référentiel, on a 3 objectifs qui se sont concentrés autour de 3 groupes de travail avec la mobilisation de plus de 150 experts sur 6 mois entre janvier et juin 2024. Donc d'une part, ça nous tenait à cœur de définir la terminologie, les modalités de reporting et de communication associées à l'IA frugale. Donc de définir dans un second temps la méthode de calcul et les indicateurs pour évaluer l'impact environnemental de l'IA, qu'on a choisi du coup de pouvoir orienter selon les méthodes d'analyse du cycle de vie génériques appliquées aux enjeux IA. Et troisième partie du document, c'est une synthèse de 31 bonnes pratiques pour limiter les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'une IA.
Donc c'était un travail assez intense. Donc en 6 mois, beaucoup de réunions et une forte mobilisation des experts du domaine de l'IA sur la base du volontariat. Et donc le résultat avec ce document, c'est vraiment un document consensuel au niveau national qui est donc mis à disposition gratuitement et qui a été fait en toute transparence et qui du coup peut être approprié pour toute typologie d'organisation aujourd'hui. Donc le référentiel a été publié en juin 2024 et en fait on s'arrête pas là. On s'arrête pas là parce que AFNOR, c'est la porte d'entrée pour les acteurs français vers les instances de normalisation européennes et internationales. Et dans notre ADN, on a une mission, c'est de défendre et positionner les intérêts français au niveau européen et international. Et donc, vous connaissez tous le règlement IA, qui est en train de se structurer aujourd'hui au niveau européen. Ce qui est assez intéressant, c'est que les normes volontaires, elles peuvent, dans quelques cas, venir compléter les éléments de réglementation au niveau européen. Donc d'une part, on va avoir la réglementation qui elle est obligatoire, comme l'IA Act qui fixe des exigences essentielles, et la normalisation volontaire qui va proposer des moyens permettant aux organisations ou aux produits, aux services, etc., d'être en conformité avec les exigences essentielles. Donc nous, au sein d'AFNOR et les autres organismes de normalisation nationaux, on a vraiment un enjeu à venir compléter la réglementation avec de la méthodologie qui est robuste et qui est éprouvée. Et donc ici, c'est exactement ce qu'on est en train de faire depuis le mois de septembre 2024, où donc la France, sur la base du référentiel français général pour l'IA frugale, porte le projet de norme européenne sur l'IA frugale, proposant donc de passer à l'échelle européenne les travaux français pour avoir à terme une méthode de calcul européenne robuste qui vienne compléter l'IA Act qui prévoit d'aller un petit peu plus loin sur le volet de l'impact environnemental de l'IA. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce référentiel? Je vous laisserai aller voir par vos propres moyens, mais peut-être déjà on trouve des enjeux terminologiques. Il faut bien comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un système d'IA, selon l'IA Act, vous le voyez à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que le système d'IA, il comprend différentes briques. Il comprend aussi, on a choisi aussi de voir les choses de manière assez large, avec des composants non IA, et de pouvoir réfléchir au niveau d'un service d'IA, de manière large. Peut-être une des notions les plus importantes au niveau de la terminologie, c'est la différence entre efficience et frugalité. C'est le fait de pouvoir bien différencier le volet optimisation qui comporterait des effets rebonds, qui ont déjà été évoqués, et vraiment la frugalité. C'est concrètement, si je veux avoir une IA frugale, il me suffit pas d'aller optimiser globalement mon service d'IA, il faut aussi potentiellement questionner mes usages, redéfinir mes usages et mes besoins associés. Donc la définition de la frugalité, on la propose de manière assez large au niveau donc d'un service d'IA. Donc, qu'est-ce qu'un service frugal? Il faut que les impacts environnementaux d'un service d'IA soient les plus limités possibles, mais on va aussi questionner, et ça a déjà été évoqué lors des précédentes présentations, on va vraiment évoquer ce à quoi nous sert un service d'IA. Très concrètement, et c'est un exemple un peu bateau, c'est je peux avoir une IA la plus optimisée, la plus sobre potentiellement. Si elle me sert à détecter des puits de pétrole, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est sur un service d'IA frugal? Pas forcément. Du coup, on questionne les besoins, les usages d'un service d'IA. Une des parties clés du référentiel, c'est vraiment les bonnes pratiques qu'on a construites avec la participation forte de Hub France IA, qui du coup ont référencé plus de 120 bonnes pratiques du terrain en 2024. Partagés par différents acteurs, mais que ce soit des grandes entreprises, des startups, des cabinets de conseil, etc.,
pour vraiment se dire il faut que ce référentiel-là, ce soit pas juste un document qui soit posé sur un coin de bureau, mais il faut que ce soit réellement opérationnel. Il faut qu'on puisse naviguer dans ce référentiel-là et qu'on puisse toujours trouver en fonction de qui je suis, ma place dans l'entreprise et ma marge de manœuvre et mon niveau aussi de tout ce qui est action, etc. Il faut que je puisse trouver la bonne pratique que je peux mettre en place, moi, à mon échelle, à mon niveau. Et vous le verrez, c'est des bonnes pratiques qui sont très larges. Donc, ce qu'on trouve très concrètement, donc, c'est 31 bonnes pratiques dans le référentiel qui sont classées selon une approche méthodologique et selon différents critères. On a par exemple le gain en frugalité le plus fort, les bonnes pratiques les plus faciles à mettre en œuvre, les bonnes pratiques les plus populaires parmi les experts qui ont été interrogés. Et donc sur chaque fiche de bonne pratique, on a donc la description et les modalités de mise en œuvre avec le gain en frugalité et un effort de mise en œuvre indiqué pour chaque bonne pratique. Donc ce tableau-là, vous le retrouvez au début de la partie 3 dans le référentiel. Donc c'est vraiment pour pouvoir vous guider très concrètement dans cette partie bonne pratique. Sur les bonnes pratiques, vous voyez à l'écran une sélection assez large où globalement, c'est comme je pouvais évoquer ça tout à l'heure, on a finalement des bonnes pratiques qui sont pas que pour des profils data scientist, etc. On a aussi des bonnes pratiques qui sont très liées à la conduite du changement, sur le fait de pouvoir acculturer, sur le fait de pouvoir construire un projet, se poser les bonnes questions, des plans d'amélioration continue, challenger l'usage de l'IA, peut-être à chaque étape d'un projet. Donc, moi, je vous invite à aller voir et à voir dans quelle mesure vous y trouvez les éléments qui vous correspondent au niveau de ce référentiel-là. Et je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, le référentiel est mis à disposition pour tous. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci Lina. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Merci. En fait, question simple, hein. Quelle était la motivation des 70 personnes et autres de manière volontaire à apporter à la normalisation? Ou pour reprendre un peu ce que disait Étienne Delocchini tout à l'heure, quel est le lièvre en fait qui est plus intéressant aujourd'hui de faire de l'IA frugale que de partir vers justement l'inflation des modèles? Je dirais que ce qui transparaît, c'est déjà ce constat de la contrainte sur le volet environnemental, c'est-à-dire que là, on joue tous selon les mêmes règles du jeu, parce qu'on est tous dans un monde contraint, donc il faut innover sous la contrainte. Des enjeux de souveraineté, beaucoup, pour le ministère en charge de la transition écologique. Le fait de se dire, bah oui, effectivement, il y a les supercalculateurs américains, mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas faire des IA qui soient souveraines et qu'on ne peut pas faire mieux ou aussi bien avec moins. Donc, pour les acteurs publics, il y avait un enjeu à ce niveau-là. Et peut-être aussi en filigrane, je dirais, une volonté pour les entreprises qui souhaitent utiliser l'IA de pouvoir avoir autre chose qu'un critère prix pour faire leur choix, par exemple, de provider. Ça va être dans quelle mesure on peut positionner le critère coût environnemental ou impact environnemental peut-être au même niveau que le critère prix dans les appels d'offres, dans les appels à projets, etc. On voit qu'il y a une dimension acculturation, changement des pratiques, etc. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à comment ça pouvait s'intégrer dans des aides au développement informatique, puisqu'on voit que maintenant il y a de plus en plus d'IA qui aident à coder. Est-ce que vous avez été approché par des sociétés qui font de l'aide au code ou
ou qui pourrait intégrer votre référentiel en disant attention, là tu es en train de coder une boucle qui est un peu trop, enfin qui respecte pas les bonnes pratiques, ou je sais, c'est une réflexion, hein, mais je veux. C'est une très bonne réflexion. J'ai pas encore eu le cas. Les écoles aussi peut-être. On n'a pas encore eu ce cas-là, mais effectivement en termes de déploiement finalement du contenu qu'on peut avoir dans le référentiel pour l'IA frugale, ce serait très intéressant de pouvoir échanger avec cette typologie d'organisation pour vraiment mettre en place et avoir un accompagnement très personnalisé. Par exemple, on a les exigences du référentiel et les recommandations qui soient directement intégrées. Donc si l'un ou l'une d'entre vous souhaite en discuter après coup, c'est avec plaisir. Est-ce que dans le référentiel dont vous parlez, il y a une notion de comparaison des solutions aujourd'hui des acteurs économiques qui sont sur le marché? Parce que quand on est dans une entreprise, on va avoir d'un côté déjà du mal à dégager du temps pour analyser ce genre de documents-là, et puis en fait, on va très vite faire face, quand on est typiquement à la direction RSE, comme c'est mon cas, aux équipes opérationnelles qui, eux, drivent des sujets de coûts, de sécurité, etc. Et ça va être difficile de les nourrir avec ces éléments-là, alors que eux ont l'habitude, voilà, de comparer des prestataires, etc. Donc, est-ce que c'est des éléments que vous avez aussi dans votre analyse à ce stade? Oui, en fait, c'est vraiment une des philosophies, une des ambitions de ce référentiel-là, c'est de faire en sorte que pour les équipes achat ou RSE, ce soit vraiment un outil d'aide à la décision. Dans le sens où le référentiel contient très concrètement une équation de calcul d'un système ou d'un service d'IA. Avec des modalités sur quelles données d'entrée on va mettre en fait dans la moulinette de calcul de l'impact environnemental, et sur la base de cette méthode de calcul, comment on peut communiquer. Donc on l'a par exemple mis en place, donc le ministère en charge de la transition écologique opère des appels à projets de démonstrateurs d'IA frugale dans les territoires et positionne le contenu de ce référentiel-là comme un prérequis finalement pour les entreprises qui souhaitent entrer dans cet appel à projet. Donc très concrètement, c'est vérifier que du coup on puisse bien comparer deux solutions dans le cadre d'un même marché, puisqu'elles utilisent normalement toutes les deux les équations de calcul et la méthode de calcul de l'impact environnemental et les modalités de communication associées. C'est-à-dire que dans le référentiel, on a vraiment toute cette partie scientifique du volet équation. Mais une fois qu'on a ces résultats-là, on a aussi des recommandations de communication. C'est-à-dire que une fois qu'on a calculé, on ne peut pas communiquer n'importe comment. Il y a aussi des guidelines en termes de communication. Et donc ce référentiel-là, puisqu'il est assez robuste en termes de méthodologie, il peut tout à fait être utilisé par les équipes achats responsables, les équipes RSE, pour choisir une solution plutôt qu'une autre lorsqu'ils ouvrent un marché potentiellement. Et ce que je comprends de votre présentation, c'est que la France était plutôt en avance et il y avait déjà eu d'autres initiatives en Europe ou qui permettent de fusionner les travaux ou... Alors effectivement, en France, on est très en avance au niveau européen, mais aussi au niveau international. Et donc on a à cœur de promouvoir cette expertise et cette innovation. Il y avait déjà eu entre donc 2021 et 2023 l'élaboration au niveau européen de ce qu'on va appeler un état de l'art normatif de démarche de for Sustainable AI. Donc c'est très concrètement un document européen qui a été publié en 2023 qui référence des cas d'usage qui pourraient être appelés comme Sustainable AI, mais qui ne dit pas vraiment comment faire, qui ne propose pas de méthodologie. C'est juste un état de l'art. Et donc nous, au niveau de la France, on a souhaité aller plus loin et déposer ce premier projet de normes volontaires européennes sur la mesure de l'impact environnemental de l'IA pour outiller sur la base aussi du fait de se dire c'est une méthode qui aujourd'hui fonctionne au niveau français. Il faut que les acteurs français qui sont déjà acculturés à ces principes, à cette méthode-là, puissent être positionnés aussi en lead et que la méthode française demain devienne la méthode internationale. Merci, on peut encore applaudir.